Depuis quelques mois, j'entends un truc dans la presse que je trouve particulièrement chelou. China is already the dominant renewable energy superpower. En Chine, l'équivalent d'un terrain de football de panneaux photovoltaïques est installé toutes les heures. Batteries pour voitures électriques, panneaux solaires, la Chine dominerait le marché des énergies renouvelables. Bon, mais cette ambition, c'est encore Xi Jinping, le président chinois, qui en parle le mieux. 为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业 Et ça a l'air de plutôt marcher. En juillet 2024, la Chine a atteint, avec 6 ans d'avance, son objectif de 1200 gigawatts de capacité solaire et éolienne cumulée, suffisamment pour alimenter des centaines de millions de foyers chinois chaque année. La Chine a l'air d'avoir plié le game du renouvelable et se rêve en véritable championne du climat. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La Chine est-elle sincère dans sa transition écologique? A-t-elle des intentions économiques, géopolitiques cachées derrière tout ça? Comme vous, j'imagine, j'ai toujours cru que la Chine était le pays le plus pollueur au monde, mais en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Comme toujours, toutes mes sources sont en description, je vous invite à vous plonger dedans et si vous êtes en désaccord, eh bien, à ouvrir des débats dans les commentaires. Voici l'étonnant plan de la Chine pour devenir le leader mondial de la transition écologique. Les amis, avant de commencer, cette vidéo existe grâce au soutien de Gringotte. Et regardez cette annonce jusqu'au bout parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Gringotte, je vous en parle souvent, c'est une institution financière française qui place la lutte contre la crise écologique au cœur de son action. Chez eux, votre argent grandit en finançant uniquement des projets à impact positif pour le climat. Alors, on s'en rend pas forcément compte, mais notre argent est souvent utilisé par les banques traditionnelles pour financer des activités écocides. Et j'ai pu tester en avant-première leur nouvelle offre, la carte Premium. Avec elle, vous continuerez d'avoir accès aux fonctionnalités clés, 0% de frais à l'étranger, Apple Pay ou Google Pay, tirelire illimité, catégorisation des dépenses, etc., etc. Mais en plus, vous aurez accès à toutes les assurances nécessaires pour couvrir vos achats du quotidien, les garanties pour vos voyages à l'étranger et des avantages exclusifs auprès de plusieurs enseignes comme SNCF Connect. Et grâce à ça, vous aurez 1 à 2% du montant de vos billets de train reversés systématiquement sur votre compte Premium Gringotte. Il y a aussi d'autres avantages comme des réducs sur Staycation, Climbing District, La Fourche ou Babel. Et en vrai, petit plus, je trouve que la nouvelle carte est super jolie. Bon, là, elle est floutée, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore sortie. Si ça vous intéresse, Gringotte vous propose une préinscription en avant-première. Le lien est en description pour avoir accès au lancement avant tout le monde. Les places sont limitées, donc premier arrivé, premier servi. Cette vidéo n'aurait pas pu exister sans leur soutien, alors merci à Gringotte. La prise de conscience écologique de la Chine, elle est relativement récente. En fait, pendant très longtemps, ça n'a pas du tout été une priorité pour le pays. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, c'est le dictateur communiste Mao Tse-tung qui prend le pouvoir. Il force les paysans à mettre en commun leurs terres, impose un culte autour de sa personnalité, et il coupe le cordon avec l'Occident. En 1976, Mao meurt et un nouveau leader arrive au pouvoir en Chine. Un certain Deng Xiaoping, et lui va mener une politique inverse à celle de Mao. Il veut développer économiquement le pays, casser l'isolationnisme de la Chine, bref, l'ouvrir sur le monde. Pour ça, le pays se met à produire énormément. Des voitures, des vêtements, des produits industriels exportés à bas coût, le tout grâce à des ouvriers très mal payés. Ces ouvriers qui sortent d'une usine de moteurs de Pékin gagnent entre 40 et 108 yuan par mois. Cela représente, écoutez bien, entre 110 et 290 francs de salaire mensuel. On est à la fin des années 70, la Chine est alors surnommée l'atelier du monde, et vous vous en doutez, tout ça pollue énormément. Les effets du dérèglement climatique commencent déjà à se faire sentir, et en 1992, 178 pays du monde entier décident de s'unir pour lutter contre. Ce rassemblement, c'est ce qu'on va appeler le sommet de la Terre. Un rendez-vous hyper important puisqu'il marque le début des négociations internationales pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, même si aucun accord, aucun calendrier contraignant n'est adopté à ce moment-là. Le premier ministre chinois de l'époque, Li Peng, participe aux discussions et il considère que ce sont les pays riches qui ont causé la plupart des problèmes environnementaux de la planète. Li Peng leur demande alors au moins 600 milliards de dollars d'assistance urgente pour que les pays en voie de développement aient les moyens de contrôler la dégradation de l'environnement. Bon, spoiler, la Chine ne verra jamais la couleur de cet argent, mais
la communauté internationale reconnaît bien que les pays dits en développement et les pays les moins avancés économiquement, donc globalement ceux d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, doivent recevoir de l'aide des pays développés comme les grandes puissances européennes ou les États-Unis. Et surtout, la communauté internationale, elle reconnaît que ces pays en développement et moins avancés n'ont pas les mêmes efforts à fournir dans la lutte contre le dérèglement climatique. D'ailleurs, aujourd'hui, en tout cas sur le papier, la Chine fait encore partie de ces pays en développement, même si elle se place pourtant parmi les premières économies mondiales. Et ce statut-là de pays en développement, ça a octroyé à la Chine pas mal de passe-droits. Jusqu'au début des années 2000, le pays va signer tous les accords internationaux sur le réchauffement climatique sans rien mettre en œuvre de concret pour lutter contre. Résultat, entre 1990 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre du pays ont été multipliées par 3 et en 2022, le pays a émis l'équivalent de plus de 15 000 mégatonnes de CO2, soit 29% des émissions mondiales. Pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis c'est 11%, l'Inde c'est 7% et la France même pas 1%. Alors c'est clair que maintenant que je vous ai dit ça, vous avez peut-être envie de vous dire « Putain, les Chinois c'est des énormes pollueurs et nous, les Américains et les Français, on est super, on est géniaux, on est exemplaires ». C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. En fait, tous ces chiffres n'ont de sens que si on les rapporte aux émissions de gaz à effet de serre importées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la Chine produit des fringues pour la France, ce sont les émissions de la Chine qui grimpent à cause de nous. Et comme je vous le disais précédemment, des usines qui produisent pour le compte des Occidentaux, en Chine, il y en a énormément. C'est pourquoi l'empreinte carbone est un bien meilleur indicateur, puisqu'il prend aussi en compte ces émissions importées depuis l'étranger. Et là, j'anticipe encore une fois vos commentaires. Vous allez peut-être me dire, bah ouais, mais la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, normal qu'ils polluent beaucoup. Oui, mais en fait, quand on regarde l'empreinte carbone par habitant, on se rend compte que ça reste très élevé. D'après les données du journal Le Monde, en 2021, un Chinois avait une empreinte carbone équivalente à environ 10,8 tonnes de CO2 par an. C'est moins qu'un Américain, mais un peu plus qu'un Français. Concrètement, s'il y a un grand coupable de l'explosion des émissions de gaz à effet de serre, c'est lui. Le charbon. Le charbon. Le charbon. Le charbon, c'est 61% du mix énergétique chinois. C'est-à-dire 61% de toutes les sources d'énergie consommées par le pays. Le charbon est loin devant le pétrole et loin devant le gaz naturel. En fait, 87% de l'énergie que la Chine consomme provient encore des énergies fossiles. Côté alimentation, la Chine est aussi le plus grand marché de viande de la planète. Le pays représente un tiers de la consommation mondiale et quand on sait que l'élevage est responsable de plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on comprend qu'il faudrait faire un peu moins de barbecue. Bref, en voulant entrer dans la société de consommation, la Chine a dopé sa croissance économique, mais elle est aussi devenue accro aux énergies fossiles comme le charbon, au point de devenir le plus gros pollueur de la planète. Pourtant, ces dernières années, on pourrait croire que la Chine cherche à s'acheter une conscience écologique, un moyen de faire bonne figure, quitte à changer complètement de visage. Bon, la Chine est certes pas du tout dans les meilleurs élèves en matière de lutte contre le dérèglement climatique, mais elle fait des efforts. Si les émissions de CO2 du pays se sont largement envolées ces dernières décennies, en mars 2024, elles ont baissé de 3% par rapport à mars 2023. Ce qui fait dire au chercheur Lori Milivirta que la Chine a peut-être déjà atteint ce qu'on appelle son pic d'émissions. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les émissions de gaz à effet de serre du pays commenceraient à diminuer durablement. En fait, la plupart des experts sont d'accord pour dire que la Chine est sur la bonne voie, notamment parce qu'elle a fait d'énormes efforts ces dernières années pour développer les énergies renouvelables. En même temps, il faut dire qu'elle avait plus trop le choix. Je vous propose de regarder cette carte. Au nord, à la frontière avec la Mongolie, le désert de Gobi progresse, ce qui force certains agriculteurs à abandonner leurs terres devenues stériles. Le centre de la Chine est lui aussi régulièrement frappé par des sécheresses. À l'été 2024, la province de Henan a connu une baisse record de 70% des précipitations par rapport à la moyenne, ce qui a décimé les récoltes. Au sud, ce sont les inondations qui font rage. Toujours au cours de l'été 2024, 38 personnes sont mortes et 242 000 autres ont été déplacées à cause de pluies torrentielles, en particulier dans la province de Guangdong. Le GIEC, qui est, pour ceux qui ne le savent pas encore, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est catégorique là-dessus. Avec le dérèglement du climat, les événements climatiques extrêmes seront encore plus intenses et encore plus fréquents. Et comme s'il n'y avait pas déjà assez de problèmes, sur le littoral, le niveau des mers augmente dangereusement. Shanghai, la ville la plus peuplée et la capitale économique de la Chine, pourrait faire face à une élévation du niveau de la mer
de 2,6 mm par an dans la deuxième moitié du 21e siècle. Alors c'est vrai que quelques millimètres, ça a l'air de rien comme ça. Mais concrètement, ça signifie que les gratte-ciel de la ville auraient les pieds dans l'eau et que les habitants devraient être évacués. Bon, vous avez l'idée, la situation est grave et la Chine a enfin décidé d'agir. 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。 La neutralité carbone d'ici 2060. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le carbone émis et le carbone absorbé. Sacré chantier. Depuis quelques années, le pays s'est donc mis à investir massivement dans le renouvelable. L'objectif, eh bien, c'est de décarboner son énergie et son industrie. Rien qu'en 2023, la Chine a investi 890 milliards de dollars dans sa transition énergétique. En comparaison, le grand plan d'investissement pour décarboner l'industrie française, c'est 54 milliards d'euros à dépenser sur 5 ans. Bon, et grâce à tout cet argent, la Chine a dopé le marché des véhicules électriques. En 2023, les usines chinoises de batteries lithium-ion étaient en capacité de produire 1290 gigawattheures, c'est 4 fois plus que l'Europe ou que les États-Unis. Le gouvernement chinois soutient aussi énormément les fabricants de panneaux solaires. Plus de 46 milliards d'euros ont été investis dans le secteur entre 2011 et 2022, et il faut reconnaître que les résultats sont spectaculaires. En juin 2024, le plus grand parc de panneaux solaires au monde a été mis en service dans le Xinjiang, une région de l'ouest du pays. Imaginez bien, le parc, il mesure 2 fois la taille de Manhattan et il sera en mesure de produire plus de 6 milliards de kilowattheures d'électricité chaque année. C'est assez pour alimenter tout un pays comme le Luxembourg par exemple. Dans le paysage, on voit aussi apparaître beaucoup de cheminées de centrales nucléaires. Et là encore, la Chine ne fait pas les choses à moitié, c'est le pays qui en construit le plus au monde. 50 sont déjà en activité et à l'été 2024, le gouvernement a donné son feu vert pour construire 11 nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui porte le total en développement à 36. Bon, le nucléaire, c'est pas l'énergie la plus propre. Certains déchets radioactifs ont une durée de vie de plusieurs centaines de milliers d'années et on n'a aucune idée de comment les éliminer pour le moment. Alors bon, on les enfouit sous terre et on verra plus tard. Mais il faut reconnaître que c'est une énergie dite décarbonée, c'est-à-dire qui n'émet quasiment pas de CO2 par rapport au pétrole ou au charbon. Bon, mais Xi Jinping sait que émettre moins de gaz à effet de serre, ça ne suffira pas à régler le problème. Il faut aussi restaurer des puits de carbone qui captent le CO2 dans l'atmosphère et qui le stockent. Et pour ça, il y a une solution, les arbres. La Chine s'est engagée à planter l'équivalent de 36 000 km² de nouvelles forêts par an jusqu'en 2025. En gros, c'est comme si elle avait pris un pays comme la Belgique et qu'elle l'avait entièrement recouverte d'arbres. Xi Jinping est particulièrement fier de Saihanba, une forêt artificielle de 80 000 hectares au nord du pays. 塞罕坝精神是我们中华文明的一部分，起到了一种激励作用，全国反映这种精神，把我们的 Avec tout ce que je viens de vous dire, on ne peut pas reprocher à la Chine de ne pas faire d'efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a une question qui subsiste quand même. Est-ce que la Chine est vraiment sincère dans cette transition? Vous allez voir, il y a des objectifs bien plus terre à terre, quitte à piétiner les droits humains et la biodiversité. Investissement dans les batteries électriques, les panneaux solaires, reforestation. Avec toute cette bonne volonté, la Chine semble être sur la bonne voie sur le plan climatique. Mais fait-elle tout ça sincèrement? Si je pose la question ici, c'est qu'il y a plusieurs points qui me font vraiment douter. Déjà, il faut savoir que la Chine est l'un des pires pays du Climate Change Performance Index, un système de notation qui classe les États en fonction de l'efficacité de leur politique climatique. En 2024, le pays est arrivé en 55e position sur 67 pays au classement. Et pour cause, si la Chine développe massivement les énergies renouvelables, elle a aussi autorisé la construction d'une centaine de centrales à charbon rien qu'en 2022. Ça fait à peu près 2 nouvelles centrales chaque semaine. Pourtant, l'Agence internationale de l'énergie est très claire. Il faut cesser d'investir dans les énergies fossiles pour espérer limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. Donc déjà, ce genre de politique est hyper contradictoire. Aussi, si la Chine investit autant dans les énergies renouvelables, c'est pas que par altruisme, c'est aussi qu'elle a le sens des affaires. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur 2 sociétés. CATL, une entreprise chinoise spécialisée dans la production de batteries lithium-ion, et BYD, un fabricant de véhicules électriques basé à Shenzhen, dans le Guangdong. Si comme moi vous en aviez jamais entendu parler, c'est normal, c'est que chez nous, elles sont relativement méconnues, et pourtant, à L2, ces entreprises fournissent déjà plus de 55% des batteries des véhicules électriques dans le monde. Et tout ça, ça a de quoi booster la croissance économique de la Chine. En 2023, ces investissements dans les énergies propres
ont contribué à hauteur de 40% au PIB chinois. Il y a donc un véritable intérêt économique derrière tout ça. Et du côté de l'Occident, cette domination de la Chine sur les énergies renouvelables, elle inquiète. On craint à juste titre de se retrouver totalement dépendant de la Chine pour réaliser notre propre transition énergétique. En septembre 2023, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a d'ailleurs pas hésité à dénoncer une concurrence déloyale. Take the electric vehicle sector. It is a crucial industry for the clean economy with a huge potential in Europe. But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que l'Union européenne peut se battre et faire le poids face à un géant chinois toujours plus puissant? Pour l'UE, la réponse tient en 3 mots: droit de douane. Jusqu'à présent, les véhicules électriques chinois étaient soumis à 10% de droit de douane, un impôt qui frappe les marchandises à leur entrée ou à leur sortie du territoire. Mais bientôt, les véhicules électriques seront soumis à des taxes supplémentaires pouvant atteindre plus de 36%. Et l'Union européenne n'est pas la seule à montrer les crocs. Aux États-Unis, des sénateurs du Parti républicain veulent carrément que CATL soit inscrit sur une liste d'entreprises mettant en danger la sécurité nationale américaine. Et si l'Occident prend des mesures aussi fortes pour protéger ses constructeurs de véhicules, c'est parce qu'il s'est déjà pris une énorme raclée sur le marché des panneaux solaires. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 8 panneaux solaires sur 10 sont aujourd'hui fabriqués en Chine. Bref, la Chine et ses entreprises ont bien compris que la transition énergétique, c'était une belle manière de faire du business, mais c'est aussi pour eux une manière de peser sur les relations internationales. Lors de la dernière COP sur le climat, qui a eu lieu en Azerbaïdjan, les pays occidentaux ont fait pression sur la Chine pour qu'elle rejoigne la liste des pays contributeurs, ceux qui se sont engagés à verser 300 milliards de dollars par an aux pays en développement pour les aider à s'adapter au dérèglement climatique. Ce que la Chine a sans surprise refusé. En gros, elle veut pas être soumise aux mêmes obligations que les pays occidentaux. Pour sa défense, la Chine est marquée par de très fortes inégalités. Et son produit intérieur brut par habitant, ce chiffre est encore largement inférieur à celui de la France ou des États-Unis par exemple. Je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, mais la Chine se revendique encore comme un pays en développement. Mais malgré ce refus, il s'agit quand même de faire bonne figure auprès de ses homologues internationaux. Et c'est précisément ce que permettent de faire ces investissements dans le renouvelable. Selon le gouvernement chinois, 24,5 milliards de dollars ont été mobilisés par la Chine depuis 2016 pour soutenir la transition écologique des pays pauvres. Alors forcément, après ça, c'est difficile d'accuser la Chine de faire du mauvais esprit. Et puis, ça vous aura pas échappé que, depuis janvier, un climato-sceptique notoire est redevenu le locataire de la Maison Blanche. They spent trillions of dollars on things having to do with the Green New Scam. It's a scam. It'll start getting cooler. You just watch. We will drill, baby, drill. You have to show me the scientists because they have a very big political agenda. Et sans les États-Unis pour ouvrir la voie en matière de politique climatique, il y a une opportunité à saisir. La Chine entend bien se positionner comme le leader mondial de la lutte contre le dérèglement climatique et en profiter pour étendre son influence écologique et économique dans les pays en voie de développement. Et d'ailleurs, peu importe si ce nouveau leadership se fait au détriment des droits humains, de la biodiversité, des populations locales. Il faut savoir qu'en Chine, la révolution verte, elle se fait en partie grâce au travail des Ouïghours, cette minorité musulmane réduite en esclavage dans des camps de la province du Xinjiang à l'ouest du pays. Or, c'est de là que vient 45% du polysilicium, un matériau qui sert notamment à fabriquer les panneaux solaires. Pour condamner ces violations des droits humains, les États-Unis ont interdit l'importation des produits venant du Xinjiang, ce qui évidemment ne plaît pas à la Chine. Autre victime de la transition énergétique chinoise, les milliers de Tibétains, dont de nombreux moines, qui sont évacués pour construire le barrage hydroélectrique de Kamtok, dans la province du Sichuan. Selon un rapport des ONG Turquoise Roof et Tibet Watch, paru en mai 2024, au moins 12 villages sont concernés. Et quand des fonctionnaires chinois se rendent sur place, les scènes sont déchirantes. Sur cette vidéo, on voit des moines tibétains tomber à genoux devant des fonctionnaires du gouvernement chinois venus ordonner la destruction d'un monastère bouddhiste pour y construire un barrage. Ces barrages hydroélectriques ont d'ailleurs aussi un impact négatif sur la biodiversité. Ils perturbent le cycle de vie des poissons, au risque de les rendre infertiles. Selon une étude publiée en mai 2024 dans la très sérieuse revue Science Advances, 5 espèces de poissons du cours principal du fleuve Yangtze pourraient avoir complètement disparu à l'état sauvage d'ici 2030. Dans un monde où les États-Unis de Donald Trump
Trump n'en ont plus grand chose à faire du réchauffement climatique, où l'Europe a encore beaucoup à faire pour développer ses énergies renouvelables et sa souveraineté énergétique, et où les pays les plus pauvres attendent désespérément de l'aide de la part de la communauté internationale pour faire face à la montée des eaux, aux sécheresses et aux autres conséquences dramatiques du dérèglement climatique, la Chine pourrait bien incarner une nouvelle forme de leader pragmatique. Et si le pays a encore un très long chemin à parcourir pour devenir un allié du climat et de la biodiversité, il sera, quoi qu'il arrive, un acteur incontournable de la lutte contre la crise écologique. Entre la révolution communiste de Mao Zedong en 1949, puis la révolution capitaliste à partir des années 80, la Chine est adepte des virages radicaux et le virage écologique pourrait bien en être un de plus. Affaire à suivre. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez bien à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Au quotidien, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Si l'incroyable histoire de Xi Jinping, le président chinois, vous intéresse, j'en ai fait une vidéo juste là. Et si ce format vous a plu, j'ai fait une vidéo similaire sur le virage politique dangereux qu'opère Elon Musk depuis quelques temps.